Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et tous. Vous écoutez Station B sur le site de la station, lastationb.fr ou sur le DAB+. Je m'appelle Alain David et aujourd'hui à la technique, je salue Karine. Alors l'Obsédé textuel, c'est une émission mensuelle qui met en scène un auteur, une autrice, normande, et un livre qui a été publié cette année ou qui le sera bientôt, un livre à paraître donc. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Muriel Meunier pour vous présenter son roman « Hiver bleu de Prusse », paru en janvier 2024 aux éditions Favre. Bonsoir Muriel. Bonsoir Alain. Alors Muriel, pour te présenter, on va faire un petit portrait. Hein Bien sûr. Voilà. Alors, et tu compléteras le portrait si tu le souhaites. Voilà. Alors, Muriel, tu es originaire de Bolbec, en Seine-Maritime. C'est dans le pays de Caux. Oui. C'est ça ? Ex-Haute-Normandie. Ex-Haute-Normandie, voilà. Mais aujourd'hui, Normandie. Tu as travaillé, Muriel, dans le secrétariat, notamment en quincaillerie industrielle, et pour l'hebdomadaire La Manche Libre aussi. Tout à fait. Et tu as été éducatrice scolaire auprès d'un public de jeunes en difficulté et d'adultes illettrés, je crois. Exactement, oui. Tu as travaillé dans une maison de la presse et tu étais même responsable du rayon librairie. Eh oui. Donc, les livres, ça te connaît depuis un bon bout de temps, si j'ai bien compris. Alors, Hiver bleu de Prusse, Muriel, n'est pas ton premier roman. Tu écris depuis une quarantaine d'années. Ton premier roman s'intitulait « Hénin des pommiers », je crois. Hénin des pommiers, le Normand. Le Normand, aux éditions du Vieux Château, au Havre. Petite maison d'édition au Havre. En 1998. Eh oui. Déjà, le temps passe, hein, Muriel. Ça passe très vite. Bon, depuis, tu as publié une quinzaine de romans romans adultes, mais aussi à destination jeunesse. De la jeunesse. Un petit peu. Et 2 recueils de nouvelles. Un beau livre avec un photographe naturaliste. Un recueil avec un artiste peintre, ainsi que des nouvelles dans plusieurs magazines féminins nationaux, comme Maxi. Et Côté Femmes. Et Côté Femmes. Tu vis aujourd'hui dans la région de Bayeux. Tu partages ta vie avec Patrice, qui lui est un artiste peintre reconnu. Et c'est souvent ensemble d'ailleurs, en compagnie de Patrice, à l'occasion d'une exposition de tableaux par exemple, que l'on peut apercevoir et se faire dédicacer tes livres. J'en ai fini moi pour mon portrait de Muriel. Est-ce que tu aurais des éléments à ajouter ? Aurais-tu envie de... Écoute, dire que je suis une Normande pure souche, ça, je pense qu'on l'aura compris. D'accord. Après un bac littéraire, mais qui était un choix de ma part, mon parcours professionnel s'est surtout articulé autour de l'écriture. Ça, c'est dans ma vie, c'est obligé. Voilà, je participe également à des salons littéraires, des dédicaces en maison de presse, en librairie, etc. Oui, les salons, on en reparlera tout à l'heure, peut-être en fin d'émission. Tu écris donc depuis plus de 20 ans. Une quarantaine d'années maintenant. Ah oui, pardon, une quarantaine d'années. Oui, ça remonte. Et je ne vous dirai pas mon âge. Non, écoute, je ne le connais pas. Donc voilà, on va rester sur l'inconnu. Muriel, tu voulais dire, oui, comment est-ce que cette passion, on va dire, d'écriture t'est venue ? Alors d'abord, la lecture. Ça, j'ai toujours énormément lu. J'avais des parents aussi très lecteurs, il y a toujours eu des livres à la maison. Et en fait, le saut pour l'écriture s'est fait quand j'étais enceinte, ma première grossesse, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je reste allongée plusieurs mois. Donc, que faire ? Le corps étant au repos, je me suis dit que l'esprit, lui, il fallait qu'il fonctionne, et je suis passée à l'écriture d'un roman. Mais bon, j'ai une formation littéraire, donc j'ai toujours aimé ça. Très bien. Donc, tu écris allongée. Plus maintenant. Non. Bon. Et je n'écris pas la nuit, je ne me relève pas pour écrire la nuit, je dors bien. Et tu dors bien. Voilà, c'est peut-être là d'ailleurs que te viennent certaines idées, peut-être, hein, qui sait. Oui, voilà. Mais exactement, parce que le matin au réveil, en fait, je m'aperçois que j'ai des idées ou des choses que j'ai oublié de dire, que je dois corriger. Et ça, c'est le matin, ça arrive le matin. Donc, comme quoi l'esprit, je pense, travaille la nuit.
sans que je le veuille. Donc, Ok. je ne perds pas mon temps en dormant. D'accord, écoute, la nuit porte conseil, comme on dit, si bien le dicton populaire. Muriel, aujourd'hui, nous allons parler de ce roman que tu as publié aux éditions Favre en janvier, donc Hiver bleu de Prusse. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vraiment parler du roman, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette maison d'édition Favre ? Alors, les éditions Favre ont été fondées en 1971. Le siège social est à Lausanne, en Suisse. En Suisse. Pierre-Marcel Favre est le président et le fondateur. Sophie Rossier est la directrice et une éditrice aussi. D'accord. Et la maison d'édition a d'autres éditrices qui s'occupent chacune d'un petit quota d'auteurs. D'une collection, en fait. Collection peut-être, ou auteur particulièrement, je ne sais pas. D'accord. Voilà, donc les éditions Favre éditent une 50aine de livres par an à peu près. Voilà, oui, c'est pas mal. Oui, c'est une bonne maison d'édition et les rapports avec les éditrices sont fabuleux. Donc, d'accord. Très bien. Donc tes livres sont distribués en Suisse ? En Suisse et en France. Et en France aussi. Et oui. Il y a le diffuseur Interforum, par exemple, donc les libraires connaissent bien. Donc toute librairie peut commander mon livre, il n'y a pas de problème, s'ils ne l'ont pas en stock. Non, ça diffuse aussi bien en France. Très bien. On en reparlera tout à l'heure peut-être où est-ce qu'on trouve ton livre, comment on te rencontre toi, etc. Pour présenter rapidement ton livre, donc c'est un roman que l'on peut dire un roman historique puisqu'il parle d'une période bien particulière de l'histoire de France. On verra ça tout à l'heure. Un roman de 270 pages avec l'insertion dans le livre d'un cahier photographique de 16 pages. Voilà, on en parlera aussi. Muriel, pour l'écriture de ce roman, tu as bénéficié du FADEL. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Alors, le FADEL, c'est le Fonds d'aide au développement de l'économie du livre en Normandie. Donc, c'est un soutien à la filière du livre. Et moi, en tant qu'auteur, j'ai obtenu une bourse d'écriture. C'était pour soutenir mon projet d'écriture en cours. D'accord, voilà. Muriel, on va parler un petit peu de la genèse de Hiver bleu de Prusse. Donc, encore une fois, c'est un livre historique. Tu es, comme souvent, je pense, tes livres. Pour l'instant, oui. Je suis sur du historiques. roman historique, période 19e siècle. Plutôt période 19e oui, siècle. Pour l'instant. D'accord. Et donc, celui-ci, Hiver bleu de Prusse, est-ce que tu peux nous en présenter le contexte ? Alors, Hiver bleu de Prusse, ça se passe pendant la guerre de 1870, ou la guerre prussienne, franco-prussienne exactement. L'idée de prendre cette période-là m'est venue quand j'ai écrit un autre livre précédemment, Julie, matricule de 247, La femme bagnarde, parce que j'avais déjà évoqué cette guerre de 1870, juste un combat. Et j'avais envie de développer le sujet parce que c'est une guerre que je ne connaissais pas, et que les gens, je m'aperçois, ne connaissent pas non plus parce qu'en fait, elle a été éclipsée par les deux autres guerres, 14-18 et 39-45. C'était une guerre aussi qui était déclarée par la France et c'est une défaite. Donc, on n'en parle pas parce que je pense qu'on en a un petit peu lourd. Et c'était une guerre éclair aussi. Alors, éclair... Une guerre éclair qui a duré de juillet 1870 à mai 1871. Ah oui, à peine une année. Mais dis-moi Muriel, c'est bien au cours de cette guerre que la France, que l'Alsace et la Lorraine sont passés à l'Allemagne. Oui, tout à fait. D'accord. Oui, voilà. oui. Donc là, nous sommes en 1870. C'est vrai qu'il y a finalement assez peu de références historiques, en tout cas dans les manuels scolaires, je trouve. Mais moi, je me souviens même pas avoir appris cette guerre à l'école. Non, on passe assez vite là, sur cette guerre, effectivement. Oui. Et on aurait bien du mal à en donner les principaux acteurs, je dirais, historiques. C'est ça. Ouais. Et ce que j'aime bien justement, moi, faire ressortir dans mes romans, ce sont des choses un petit peu méconnues ou oubliées. Donc voilà, c'est
Oui, comme le bagne des femmes, ton précédent Exactement, roman. le bagne pour femmes, on ne connaissait pas, on connaît le bagne pour hommes, mais pas pour femmes. Tout à fait. Donc 1870, et tu as choisi comme terrain, comme localisation, en fin de compte, tu as choisi la ville de Rouen. Rouen, oui, parce que Rouen était envahi par les Prussiens, justement. Donc c'est ce qui était intéressant. Les Prussiens étaient en Normandie parce que ça leur servait de base arrière c'était le siège de Paris, donc pour nourrir leurs soldats qui étaient au siège de Paris. La Normandie, avec ses bons produits, ses animaux, etc., on trouvait de la nourriture et on envoyait ça aux troupes qui étaient au siège de Paris. Je dois t'avouer, Muriel, que quand j'ai lu ton livre, j'ai vraiment découvert... Alors, tu vois, pour moi, la guerre de 70, c'était le mur des fédérés, la commune, etc. Voilà, mais alors... qu'il y ait eu une occupation prussienne à Rouen, en Normandie, j'ai vraiment découvert à travers ton ouvrage, quoi. Mais j'aime bien, c'est ce que j'aime faire justement, découvrir des choses. Moi, j'apprends déjà pour moi, puisque ma culture a beaucoup de trous, donc j'apprends en écrivant des choses et j'aime retransmettre. Ouais. Bah là, c'est le cas. Hein. Quand on lit ton livre, on apprend énormément de choses sur à la fois la période et la ville de Rouen à cette époque. Alors, Muriel, on va focuser un peu plus et rentrer un petit peu plus dans l'histoire de Hiver bleu de Prusse. Oui, parce que la guerre, c'est une toile de fond. C'est la toile de fond. Ce n'est pas l'histoire principale. C'est le prétexte aussi pour mettre en exergue la vie de mon héroïne, qui vit déjà quelques drames. Et ce drame-là, en plus de la guerre, ça... Alors parlons justement un peu de cette héroïne qui traverse tout le livre. Je sais que tu ne veux pas en dire trop. Tu veux laisser le suspense. Voilà, tu as entièrement raison. Mais parlons quand même un peu de Zélie. Zélie, donc un personnage féminin, une jeune femme. Une jeune femme, 28 ans. Elle est mariée à Joseph. Et elle a un petit garçon de 3 ans. Elle a une petite fille qui est décédée à sa naissance aussi. Et Zélie, elle vit un mariage difficile, compliqué, qui peut faire penser à Madame Bovary, mais c'est vrai que c'est parce que moi je pense à Madame Bovary parce que l'histoire se déroule à Rouen, mais en fait ça n'a rien à voir. Non. D'accord. Non, et puis... Mais alors pourquoi vit-elle un mariage compliqué, Zélie ? Alors voilà, Zélie est mariée avec Joseph, qui est ce qu'on pourrait maintenant appeler un pervers narcissique peut-être. Ah, ça me plaît. Voilà. Donc c'est un homme qu'elle ne peut pas aimer, et on le comprend dès le début du roman, la raison pourquoi déjà elle ne peut pas l'aimer. Et au fur et à mesure de leur vie commune, il s'avère être un homme tyrannique et détestable. Zélie est héritière d'une teinturerie familiale, sauf que c'est son mari qui travaille, qui a la main mise dessus, et il ne veut pas qu'elle travaille, par exemple. Alors, dans la bourgeoisie, effectivement, ça ne se faisait pas, les femmes ne travaillaient pas, il n'y avait que les ouvrières qui pouvaient travailler. Mais Zélie, elle voudrait travailler. Elle voudrait s'employer dans cette teinturerie de famille. Donc, il l'empêche de travailler, il lui donne juste quelque argent pour ses bonnes œuvres et ses toilettes. Et aussi, il l'isole de la plupart de ses amis et de ses connaissances. Et ça, c'est très mauvais. Voilà, et Zélie, bien entendu, n'accepte pas cette condition. Alors, Zélie se rebelle. Et il y a un événement dramatique aussi, dès le début du livre, qui fait que sa vie bascule, et c'est un électrochoc pour elle, et elle prend conscience qu'il faut qu'elle change de vie absolument. Donc voilà. Alors, changer de vie, ça va être un événement, comme tu viens de le dire, tragique. On n'en dira rien ici pour justement laisser la découverte au lecteur. Mais vraiment, il y a une dramaturgie là très 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 bien menée, j'ai trouvé. Et donc Zélie se retrouve finalement à être obligée quelque part de se libérer de son mari. Voilà. Donc la liberté, c'est la fuite du domaine. C'est prendre un habit d'homme aussi, se couper sa belle chevelure, mais là c'est aussi dramatique pour elle, mais elle le fait. Elle veut une autre identité parce qu'elle veut vraiment fuir son mari.
Sauf qu'elle a un petit garçon de 3 ans qui l'attend au domaine. Arthur. Donc, est-ce qu'elle pourra continuer sans lui ou est-ce qu'elle sera amenée à retourner dans son domaine ? Voilà. Alors, non seulement elle quitte son domaine, mais elle quitte aussi un milieu bourgeois. Et pour se retrouver donc dans une ville en pleine guerre avec l'occupant et se retrouver dans les bas-fonds de Rouen. C'est ça. Parce qu'elle a un seul ami, c'est un docteur, un médecin, qu'elle voudrait rejoindre, sauf que le médecin, par des circonstances aussi de sa vie, se retrouve à vivre dans le dénuement et dans les bas-fonds de Rouen. Voilà. Où il continue à se consacrer à la médecine. Bien sûr, c'est un sacerdoce. Et s'il en est arrivé là, en fait, c'est à cause du mari de Zélie aussi. Il ne faut pas l'oublier, c'est Joseph qui l'a précipité dans la pauvreté. Tout à fait. Tout à fait. Alors, en fréquentant son ancien médecin, donc elle va aussi découvrir... voilà, donc un nouveau milieu, mais qui va lui paraître attachant en fin de compte, notamment à travers un jeune garçon qui s'appelle Nicolas. Nicolas, oui. Qui est un personnage important finalement. Oui, parce que Nicolas, c'est un orphelin que le médecin a pris sous sa coupe parce qu'il vivait chez une veuve, la veuve est décédée, donc il se retrouve à la rue. Pour pas qu'il soit vagabond, justement, le médecin va prendre Nicolas chez lui. Nicolas est un petit garçon qui travaille en filature, enfin une usine textile, et qui travaille des heures et des heures. Les enfants étaient employés à cette époque-là. Ils travaillaient 12-13 heures par jour. Tout à fait. Donc, c'est aussi pour moi le prétexte de parler du travail des enfants en filature, notamment, puisque c'est la région. Et d'ailleurs, Nicolas est aussi un amoureux des bêtes, des animaux. Oui. Voilà, c'est très important pour lui. Et je profite de ce petit aparté pour dire que les ennemis un petit peu de Nicolas, ce sont les soleils, je crois. Oui, alors les soleils. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Parce que les soleils, j'avoue, quand j'ai lu les soleils, je n'ai... Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler ? Les soleils avec un S majuscule. Avec un S majuscule. Voilà. Alors les soleils, ce sont des vagabonds, des ivrognes qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue, qui commettent des petits larcins aussi, des vols pour survivre. C'est la fange de Rouen à cette époque-là. Et c'est vrai que à mon époque, quand j'étais petite fille, j'entendais les gens qui parlaient encore de soleil. Quand on disait « Oh, c'est un soleil celui-là », ça voulait dire que c'était quelqu'un de pas recommandable. D'accord. Et on ne sait pas d'où vient ce nom. Pourquoi soleil, on ne sait pas. Mais dans le livre, il y a une photographie, enfin une carte postale, qui représente justement un soleil couché dans la rue. Et elle est dans le livre, cette photo est dans le livre. C'est un peu les sans domicile, les SDF de l'époque, en fait. Tout à fait. D'accord, ok. Bien. Donc, il y a aussi un personnage évidemment très important qui va apparaître dans le livre. C'est un Prussien. Et oui, Volcker. Volcker, voilà. Le beau Volcker. Alors, Volcker. Quel est son rôle dans l'histoire ? Alors, son rôle, c'est le grand amour de Zélie, Volcker. Elle le rencontre tout à fait par hasard, mais tous deux tombent amoureux l'un de l'autre. Mais c'est l'ennemi, évidemment. Donc, qu'est-ce que leur histoire d'amour va devenir ? Comment est-ce que ça sera possible ? Est-ce que ce sera possible ? Voilà. Donc, Volcker, on va lire peut-être un passage tout à l'heure du livre, et ce sera le début du roman, et ce sera la première rencontre avec Volcker, justement. Voilà, oui. Mais disons qu'il va être, pour Zélie, un personnage clé, puisqu'il va lui permettre... de mettre en valeur sa féminité. Il lui fait découvrir l'amour. Elle n'a jamais connu l'amour. Avec Joseph, inutile de le dire. Donc, il lui fait connaître des sensations, et puis c'est romantique. Tout à fait.
c'est une belle histoire. C'était aussi une histoire d'amour. Oui. Ouais. Alors dans tous mes livres, c'est pareil, il y a de l'amour, de la romance. Alors, donc, avis aux amateurs, hein, il y a aussi de l'amour dans les livres, dans tous les livres de Muriel. Bon. Muriel, est-ce que tu peux nous parler... Alors là, on va bifurquer un petit peu vers l'aspect historique, justement, de cette histoire, puisque Rouen est occupé donc, par les Prussiens. Ça dure un hiver, hein, l'hiver bleu de Prusse. Hein, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tu rends très bien, je trouve, cette ambiance d'hiver, avec ce peu de lumière, le froid, la neige, enfin, les intempéries, etc. Merci. Oui. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir froid, tu vois, en lisant c'est un hiver extrêmement rigoureux aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de morts du côté des Français dans l'armée. Oui, parce que tu parles de la Seine qui est gelée, etc. C'est un hiver terrible en plus. Bon. Alors parmi les personnages, la multitude de personnages qui habitent ton roman, il y a un franc-tireur, un jeune homme qui est franc-tireur. Est-ce que tu peux Alfred nous dire Deschamps. Alfred, voilà. Qui est Alfred ? Alors Alfred, il est menuisier et il est facteur aussi, puisque son seul métier de menuisier ne pourrait pas nourrir sa famille. C'est donc un franc-tireur, c'est-à-dire qu'il a été réformé pour cause de mauvaise vue, donc il n'est pas mobilisé. Et il y a eu beaucoup d'hommes comme ça qui ça leur tenait à cœur de défendre quand même leur patrie. Donc ils se regroupaient en petites escouades ou plus grosses, parce qu'il y a aussi des grands corps de francs-tireurs, pour défendre, lui c'est local, ça va être plus la ville de Rouen, ça va être plus les environs. Donc, ces francs-tireurs ne sont pas donc reconnus par l'armée, donc n'ont aucune tenue, n'ont pas d'armes, n'ont rien. Et Zélie va les aider financièrement. Elle tient aussi à contribuer à la défense de sa patrie et elle les aide financièrement. Alors justement, pour revenir à une période de l'histoire qu'on connaît mieux, la Seconde Guerre mondiale, est-ce que pour toi on peut comparer les francs-tireurs à des résistants, par exemple Oui. Oh oui. On pourrait tout à fait, bien sûr. Oui, voilà, parce que c'est des actes de résistance. C'est des actes de résistance. Ils se cachent dans les bois aussi. Parce que quand un franc-tireur était fait prisonnier, c'était pire qu'un soldat. Hein. C'était vraiment... pour eux, c'était vraiment très maltraité. Hein. Oui, un peu des traîtres. Ben voilà. Très bien. Muriel, donc nous parlons de ton roman qui s'intitule « Hiver bleu de Prusse », avec une magnifique couverture bleu de Prusse, sûrement. Alors, peut-être un petit peu plus bleu cyan. D'accord. Parce que dans le roman, j'aborde aussi la photographie, les cyanotypes. Les cyanotypes, ils sont un procédé de photographie sans appareil photo. C'est plutôt un négatif. Alors, ça servait souvent pour les botanistes. Enfin, au début, c'était pour les botanistes qui créaient leurs herbiers comme ça. Donc, j'explique aussi dans le roman comment on pratique le cyanotype, qui revient à la mode. Mais évidemment, c'est plus du bleu cyan. Le bleu de Prusse, c'est plus la couleur des uniformes allemands. Ah ben voilà, une précision importante. Et aussi les couleurs que traite Zélie dans sa teinturerie. D'accord. Puisque tu parles de ça, tu es une écrivaine, mais tu es aussi passionnée, je crois, par l'histoire des sciences. Hein. Alors, on ne peut pas dire vraiment que je sois scientifique, puisque je suis littéraire, n'est-ce pas ? Mais mon intérêt pour la médecine, là, qu'on retrouve, et qu'on retrouvait aussi dans un précédent ouvrage, La penseuse de secret, c'était plus une guérisseuse, et qui faisait une formation de sage-femme. Ici, c'est vrai qu'il y a plusieurs médecins dans mon livre, parce qu'en fait, ça me passionne de savoir comment on traitait les gens à cette époque-là, donc avec les plantes et tout ça, puisque maintenant encore on utilise ce genre de remède, mais surtout les erreurs qui pouvaient être faites, qu'on ne ferait plus évidemment, et les progrès que la médecine fait en un temps record. C'est... Surtout à cette époque-là. Oui. Mais par rapport à cette époque-là et maintenant, les progrès qui ont été faits, c'est fabuleux. Et, c'est l'époque de Pasteur, etc. Donc beaucoup de découvertes aussi. Beaucoup de découvertes, voilà, les vaccins notamment. Enfin, voilà. Mais je suis sensibilisée par cette
ce progrès. Très bien. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, nous allons maintenant lire un extrait du livre de Muriel, donc Muriel Meunier, Hiver bleu de Prusse. Avant la lecture, Muriel, est-ce que tu peux situer le contexte de l'extrait qu'on va lire, quoi. Donc, l'extrait se situe au début du roman. Zélie, justement, a rendez-vous avec Alfred Deschamps, le franc-tireur, pour lui remettre une bourse d'argent pour l'aider. Donc, elle est en plein bois, en pleine forêt, parce qu'ils se rencontrent dans un endroit isolé, bien sûr, puisque le franc-tireur ne doit pas se faire voir ni des locaux, ni des Prussiens. Et les Prussiens fouillent partout. Ils sont partout parce que, justement, ils ont très peur de ces francs-tireurs. Donc, Zélie va le rencontrer. Il fait très froid, il y a de la neige. Et elle lui remet une bourse d'argent. Et là, il y a un accident qui arrive à Zélie. Voilà. À cet instant précis, une détonation assourdit Zélie. Sans comprendre ce qui lui arrivait, elle vit Alfred se jeter sur elle et ils s'écroulèrent tous deux dans le fossé. Le choc fut si rude qu'elle ne parvint pas à se remettre debout. Le franc-tireur, lui, se redressa légèrement. Ses doigts, poissés de sang, s'agitèrent sous les yeux de Zélie, incrédule. Il était donc blessé ? « Madame, vous saignez !» Alfred se trompait. C'était sur lui que les Boches avaient tiré. Elle voulut lui ordonner de fuir, mais ne parvint pas à articuler un seul mot. Une douleur la submergea et l'impression d'avoir reçu un coup de pied en pleine figure la terrassa. La balle l'avait donc atteinte, elle aussi. Elle inspira profondément. Les arbres, dont les cimes brassaient le jour laiteux, parurent s'avancer vers elle et l'encercler. Sa tête se mit à tourner comme une toupie. Le froid et l'humidité transperçaient ses vêtements. De vifs tremblements secouaient son corps. Elle se transformait en un rameau dénudé, crocheté par les doigts glacés du givre, si fragile et cassant. Soudain, des sabots de chevaux percutant la terre durcie et des voix aux sonorités gutturales déchirèrent ses tympans. Son cerveau s'embruma et n'enregistra plus que de vagues informations, des sensations étranges. Des oulanes, avec leurs drôles de casques à plateau, rôdèrent autour du fossé. Des bras l'enlevèrent pour l'allonger sur le sol glacé. Elle aurait bien voulu se rebiffer, s'échapper. Seulement, ses efforts lui parurent insurmontables. Elle abdiqua. Une silhouette nébuleuse, grande, mince, flotta au-dessus d'elle. Un visage s'approcha, des sourcils blonds, arqués, et des yeux d'un bleu très clair, des lèvres violettes sous une moustache et une fossette au menton s'imprimèrent dans son cerveau. L'étrangeté de cet ectoplasme poilu l'amusa presque. Celui-ci dénoua son chapeau et se mit à lui bouchonner la joue gauche avec de la neige, comme un palefrenier panse son cheval boueux avec de la paille. Il lui fit mal. Son visage prit feu. Une chaleur de plus en plus intense l'incendiait. Pourquoi détachait-il son chignon ? Étalait-il ses longs cheveux sur sa figure ? Lorsqu'il replaça ses mains dans son manchon, elle comprit qu'il essayait de la protéger contre le froid. Une cloche résonna dans le lointain. Incapable de compter les coups, Zélie ne sut pas l'heure. Le silence succéda au tintement et au brouhaha des voix. Sous le martyre de la brûlure, elle s'évanouit. Donc voilà, nous avons eu sous les yeux donc un extrait de Hiver bleu de Prusse, la rencontre entre Zélie et
Folker. Le Hulan. Alors, je dis Ulan, moi. Oui, bon, je alors, ne sais pas trop comment on prononce. Qu'est-ce qu'un Ulan? Alors, un Ulan, c'est un lancier prussien. Ce sont des gens à cheval et ce sont des éclaireurs en fait. Donc les Français avaient énormément peur de ces gens qui arrivaient avant, qui annonçaient toute l'armée qui allait arriver à la suite. Donc c'était des éclaireurs qui faisaient extrêmement peur. D'accord. Et vous avez remarqué aussi qu'à partir de 1870, on appelle les boches. Oui, alors voilà, c'était un mot qui peut heurter peut-être Mais c'était le langage courant, hein, c'était pas... Oui. Muriel, est-ce que tu sais d'où vient ce mot d'ailleurs? Non. Moi non plus. J'ai dû le savoir, je ne sais plus. Très bien, voilà, donc... c'était la première rencontre entre Zélie et Folker. Il y en aura d'autres. Il y en aura une autre dans l'histoire. Et là, ce sera lui qui sera en mauvaise posture. Ouais. Et elle qui le sauve. Voilà, ça sera inversé. Les rôles seront inversés. Voilà. Et comme tu le disais, que deviendra cette relation? Mais voilà, en fin de compte, impossible pour impossible de le savoir, il faut lire le livre. Ah ouais, c'est tout à ça? fait. D'accord. Pour dézoomer un petit peu maintenant, j'avais une question qui va peut-être te paraître étrange, mais je voulais savoir comment tu choisis le nom de tes personnages. Alors, pour tous les personnages que j'aime dans ce roman... Ah, il y a des personnages que tu n'aimes pas? Exactement. Ah. Il y a des personnages... Comment puis-je aimer Joseph? Oui, c'est vrai. Mais c'est ton personnage. Mais c'est mon personnage. J'ai pioché dans ma généalogie. Zélie est le prénom de mon arrière-grand-mère. Les noms de famille qu'on retrouve aussi viennent de chez moi, de ma famille. Mais pour les autres, je m'attache aussi à ce qu'ils correspondent aux prénoms les plus usités à la période où j'écris. Voilà. Et les noms de famille, je les recherche aussi par rapport aux noms normands, puisque là, ça se passe en Normandie. Tout à fait. D'ailleurs, Joseph, c'est Varin. Oui. Qui est un nom normand, très normand. Oui, même du Pays de Caux. D'accord. Oui. Allais aussi, Deschamps. Et tu t'appelles Muriel Meunier et il y a un meunier. Alors oui, il y a un meunier. Tu as réussi à l'inclure dans le livre. Voilà, j'ai réussi à l'inclure dans le livre. Et cet homme existait réellement et a écrit le traité que je cite dans le livre. Hein. Donc c'est sur son traité que les gens se basaient pour la sécurité dans les usines. Donc il existait. Mais c'est un petit clin d'œil et ça m'a beaucoup amusé de le citer. Il y a deux personnages historiques, deux personnages qui ont réellement existé. Oui. Alors il y a Madame Breton aussi. Voilà. Madame Breton qui est une photographe, qui était une photographe à l'époque, qui vivait à Rouen. Et qui est une femme qui n'est pas mariée et qui vit avec un homme. Donc, elle a un sacré caractère. Elle exerce déjà un métier d'homme, photographe. Et Zélie, mon héroïne, ne pouvait être amie qu'avec une personne comme ça. Je crois que cette photographe, on la retrouve justement, on trouve son portrait dans le cahier photographique qui est à l'intérieur du livre. Tout à fait. Et je n'ai retrouvé qu'une seule photo d'elle. Ah oui. D'accord. Et j'aime bien dans mes romans qu'il y ait toujours un personnage qui a existé, qui n'est pas forcément l'héroïne, mais qui existe. D'accord. Alors, on dézoome encore un petit peu, puisqu'on arrive à la fin de notre émission. Donc, on a parlé un petit peu de la genèse du livre, mais comment est-ce que ce livre est quand même, je veux dire, très dense. Hein. On apprend beaucoup de choses sur la ville de Rouen à l'époque. Comment est-ce que tu travailles? Tu fais Je fais beaucoup de recherches. Énormément de recherches dans des livres anciens qui ont été numérisés, par exemple, aux archives municipales, partout auprès d'historiens, là où je peux trouver mes sources d'informations, parce que bien sûr, je ne connais pas tout ça. Et je tiens absolument à ce que la réalité historique soit respectée. Après, il y a ma fiction, bien sûr, mais tous les événements et les éléments, j'aime que ce soit juste. D'accord. Je peux faire des erreurs.
Oui, 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 mais bon, il y a effectivement énormément de recherches, on le sent bien, et on est vraiment plongé en tant que lecteur, en tout cas dans une réalité, ça c'est sûr. Euh, Ton livre, donc Hiver bleu de Prusse aux éditions Favre, comment est-ce qu'on peut l'obtenir alors? Eh bien, dans les librairies, s'il n'est pas en stock, tout libraire peut le commander, il n'y a aucun problème. D'accord. Est-ce que tu es sur les réseaux? Est-ce Bah, que tu as un site? j'ai une page, j'ai pas de site, j'ai une Non. page Facebook et Instagram. Et puis, par l'éditeur, les gens peuvent avoir de mes nouvelles. D'accord. Et alors, on a la chance de t'avoir ici en Normandie, donc on peut te voir peut-être aussi. Oui, alors pour l'instant, je n'ai plus de séance de dédicace prévue, hein, ça va reprendre l'année prochaine. Mais oui, bien sûr, je suis dans certains salons, et en dédicace un petit peu ici ou là. Hein. D'accord. Mm. Est-ce que tu es... Alors, ce livre est paru en janvier 2024. Janvier 2024, le prochain va paraître en mai 2025. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce prochain Alors, livre? ce sera un petit peu différent de ceux que j'ai eu l'habitude d'écrire jusque-là et qui sont parus chez Favre, parce qu'on rejoindra plus la romance, justement. C'est-à-dire qu'il y aura une partie contemporaine, qu'il n'y a pas dans ces romans-là, mais je garde toujours ma partie historique. Et il y aura beaucoup d'amour. Ben voilà. La partie historique, ce sera la période de 1971, les hippies. Ah, Peace and Love. Ouais. D'accord, donc beaucoup d'amour. Voilà. Et la partie contemporaine, c'est un retour à la nature, en fait. Une jeune fille qui fait un burn-out et qui retourne à la nature et qui emmène avec elle un jeune ado, un ado qui est malentendant. D'accord. Tu as le titre? Non, il n'est pas encore défini, donc Il faut se tenir, au courant. de Par les de la éditions sortie. Favre, il y aura tout ce qui... Très bien. Mm. Muriel, ce fut un plaisir de t'accueillir sur le plateau de la station B, l'Obsédé textuel. Merci de m'avoir reçu. Écoute, en tout cas, ce fut un plaisir aussi, et je conseille vivement à tous nos auditeurs de maintenant s'emparer du livre de Muriel, donc Hiver bleu de Prusse aux éditions Favre, pour une aventure hors du commun, voilà, dans cette Normandie occupée par les Prussiens en 1870. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le 2e numéro de l'Obsédé textuel. Nous recevrons à cette occasion Martine Gasnier pour son livre « Un rital à la mine ». Merci et surtout, lisez heureux.